Cette fois, direction la Corée du XVIe siècle, à la découverte de l'un des navires les plus impressionnants de l'histoire, le Gobukson ou bateau tortue. Conçu par le légendaire amiral Yi Sun-shin, il allait devenir l'arme maîtresse qui permit à la Corée de survivre à l'invasion japonaise pendant la guerre d'Imjin. À la fin du XVIe siècle, Toyotomi Hideyoshi était parvenu à unifier le Japon. Mais son ambition ne s'arrêta pas là. Il voulait désormais envahir la Chine pour que le Japon devienne la puissance dominante d'Asie de l'Est. À partir de 1586, il lance la construction d'une flotte d'environ 2000 navires. Et dès 1587, il tente à plusieurs reprises de rallier la Corée à son projet, la menaçant d'invasion en cas de refus. Mais la Corée, traditionnellement proche de la Chine, ne prit pas la menace au sérieux, et le roi Seonjo refusa. Sur le plan militaire, les deux pays étaient alors diamétralement opposés. La Corée, en paix depuis longtemps, ne possédait qu'une armée permanente réduite et peu expérimentée. Le Japon, lui, sortait à peine d'une longue période de guerre civile et disposait de guerriers et chefs militaires expérimentés. De plus, si les deux possédaient des canons et arquebuses en quantité, ceux des Japonais étaient notablement plus performants sur terre. Les Coréens disposaient en revanche de canons très efficaces sur leurs navires, contrairement aux Japonais qui n'en avaient aucun, et se retrouvèrent fort limités lorsqu'ils voulurent en installer en raison de la construction plus légère de leurs bâtiments. Les navires coréens étaient également plus rapides, manœuvrables et résistants. Cette différence vient de l'histoire même des deux nations. Depuis longtemps, la Corée devait faire face aux pirates Wako qui, comme tout pirate, privilégiaient l'abordage pour capturer leur proie. Pour s'en défendre, les Coréens avaient développé le combat à distance au canon. Grâce à leur lien avec la Chine, ils disposaient déjà au début du XVe siècle d'une flotte bien armée. Le Japon, quant à lui, avait peu d'intérêt pour la guerre navale. Ses tactiques n'avaient quasiment pas évolué. On criblait le pont ennemi de flèches et de balles avant de passer à l'abordage au corps à corps. Ainsi, lorsque les Japonais lancent leur invasion de la Corée le 23 mai 1592, presque aucun navire japonais n'est équipé de canons. La stratégie navale même est quasiment inexistante. Pour Hideyoshi, la flotte ne sert que de transport, sans rien de prévu contre une éventuelle attaque navale coréenne. Et les événements semblèrent lui donner raison. Le 24 mai, lorsque les premiers Japonais débarquent à Busan, les deux commandants navals coréens de la province de Gyeongsang-do s'abordent leur propre flotte et fuient sans combattre. En une journée, la Corée perd ainsi la moitié de ses flottes, sans avoir livré le moindre combat. Les Japonais peuvent alors débarquer et piller librement les côtes, sans rencontrer la moindre résistance. Le 10 juin, ils capturent la capitale Hanseong, abandonnée par sa population et le roi, et le 20 juin, Pyongyang tombe à son tour. Désespérée, la Corée fait appel à son puissant allié, l'empereur Ming. La Corée étant un état tributaire de la Chine et étant visée par les ambitions japonaises, il avait tout intérêt à intervenir. Avec environ 845 000 soldats, la Chine possédait alors la plus grande armée d'Asie, bien plus que ce que les Japonais pouvaient envoyer. Mais à ce moment-là, les Chinois étaient déjà mobilisés contre les Mongols et une rébellion interne, ils ne pouvaient donc pas intervenir immédiatement. Rien ne semblait pouvoir arrêter la progression japonaise. Jusqu'à l'entrée en scène de l'un des plus grands héros de l'histoire coréenne. L'amiral Yi Sun-shin et sa nouvelle arme redoutable, le bateau tortue. Puisque la stratégie navale japonaise reposait entièrement sur l'abordage et le corps à corps, Yi chercha naturellement le meilleur moyen de les contrer. Et pour ça, il ne part pas de zéro. Il s'inspire à la fois du bateau tortue coréen du XVe siècle, conçu uniquement pour éperonner, et du Panoxéon, le navire de guerre standard de l'époque spécialisé dans le bombardement à distance. Yi imagine alors un navire rapide, solide et puissamment armé, capable de frapper au cœur des formations ennemies, de déstabiliser leurs manœuvres, voire de détruire les navires de commandement. Le bateau tortue de Yi reprend la forme carrée des navires coréens. Il mesure environ 20 mètres de long pour 3,60 m de large à la proue, 3,20 m à la poupe et 4,40 m au milieu. Son équipage compte environ 150 hommes. Sa caractéristique la plus célèbre, c'est évidemment sa carapace.
Constituée de panneaux de bois épais hérissés de pointes de fer, elle recouvre tout le pont. De par son épaisseur et sa forme bombée, elle protège et dissimule efficacement l'équipage des tirs ennemis, tandis que les pointes en fer empêchent l'ennemi de marcher dessus. Il est ainsi parfaitement protégé pour son rôle de navire d'assaut, agissant à l'avant de la flotte. Certaines sources affirment que cette carapace était recouverte de plaques de métal, ce qui en ferait le premier navire cuirassé de l'histoire. C'est d'ailleurs ainsi qu'on le représente généralement, même au mémorial de la guerre de Séoul. Mais en réalité, aucune source coréenne de l'époque ne mentionne une telle chose. Cette idée viendrait d'une illustration réalisée en 1795, soit 200 ans plus tard. D'ailleurs, sur ce dessin, les fameuses pointes de fer sont absentes. Les historiens pensent que les Occidentaux du XIXe siècle ont mal interprété les motifs du dessin, croyant qu'il s'agissait de plaques de blindage. Encore aujourd'hui, le débat n'est pas tranché. Mais vu le coût, la sensibilité face à la corrosion due au sel marin et l'absence totale de mentions contemporaines, il est très peu probable qu'il ait été cuirassé. Le navire possédait 2 ponts. Le pont inférieur, où se trouvent les rames, avec 6 ou 10 de chaque côté selon les sources. Il dispose également de voiles et est décrit comme rapide et très manœuvrable. Grâce à sa coque plate, il pouvait naviguer efficacement dans les zones à marée forte typiques des côtes coréennes et virer à 180 degrés ou changer de direction en pleine marche, quelle que soit la météo. Le pont supérieur, quant à lui, était entièrement dédié au combat. Les Coréens avaient déjà une longue expérience dans l'artillerie. Le bateau Tortue embarquait ainsi 4 types de canons, d'une portée maximale allant de 700 à 1600 mètres. Avec 6 sur chaque bordée, au moins un à l'arrière et un à l'avant, au niveau de la gueule du dragon. Ces canons pouvaient tirer des boulets en pierre ou en fer, mais le plus redoutable était une flèche en bois de 2,70 m de long à pointe métallique. Ces flèches, souvent enflammées, offraient une portée et une précision bien supérieures. Le bateau Tortue avait aussi de nombreuses fentes, permettant aux soldats de tirer à l'arc ou à l'arquebuse tout en restant à couvert. La tête de dragon, en plus de son rôle intimidant, pouvait émettre de la fumée de soufre, créant un épais écran pour masquer les mouvements du navire. Enfin, la proue comportait un bélier renforcé pour réproner les navires ennemis. En mars 1591, Lee Sun-shin est nommé commandant du district naval gauche de la province de Jeolla. Il commence immédiatement à renforcer la marine et à mettre en chantier le bateau Tortue. Il le mentionne pour la première fois dans son journal quelques mois avant l'invasion japonaise, et le premier n'entre en service que la veille du débarquement japonais à Busan le 24 mai 1592. Mais son premier déploiement n'a lieu que lors de la bataille de Sachon, le 8 juillet. Il faut dire que le sabordage de la moitié des flottes coréennes sans combattre dès le premier jour de l'invasion et la progression rapide de l'armée japonaise avaient semé chaos et confusion au sein de l'armée coréenne, si bien que Yi ne put rejoindre le front que bien après que l'armée japonaise eut établi une tête de pont à Busan. Mais il s'illustre dès son premier combat à la bataille d'Okpo le 16 juin 1592. Avec ce qui reste de la flotte, 91 navires, pour beaucoup des bateaux de pêche réquisitionnés, il attaque 50 navires japonais. Pris par surprise alors qu'ils n'avaient rencontré aucun navire coréen depuis le début de leur invasion, les navires japonais se retrouvent encerclés. N'ayant quasiment aucun canon naval, ils sont coulés à distance par les canons coréens. Yi détruit 37 navires japonais en 2 jours sans en perdre un seul. S'ensuivent une série de batailles visant à perturber l'approvisionnement des troupes japonaises dans l'espoir de renverser la situation sur Terre. Début juillet, le premier bateau Tortue est enfin prêt. Yi retire alors les bateaux de pêche et ne conserve que 26 navires de guerre. Le 8 juillet, il affronte la flotte japonaise ancrée à Sachon. Sa tactique, qu'il emploiera quasiment à chaque bataille, envoyer quelques navires en avant, feindre une retraite, puis tendre une embuscade une fois l'ennemi éloigné des côtes. Cette fois, 12 navires japonais mordent à l'hameçon, et une fois à la distance voulue, Yi manœuvre pour les charger avec l'indestructible bateau Tortue en tête. Bien que Yi soit blessé par une balle, il parvient à couler la totalité des navires japonais, encore une fois sans en perdre un seul. Les victoires éclatantes s'enchaînent alors. Dangpo, le 10 juillet, 21 navires japonais coulés, aucun coréen perdu.
Le bateau Tortue s'illustre particulièrement en éperonant et en incendiant le navire de commandement japonais. Même scénario lors de la bataille de Dangchangpo le 12. Évidemment, les Japonais ne restent pas inactifs, tout leur plan d'invasion reposant sur le contrôle de l'ouest de la Corée pour pouvoir envoyer renforts et ravitaillements. À ce moment, leurs troupes sont déjà très au nord, atteignant Pyongyang. Toyotomi ordonne alors aux 3 amiraux japonais d'écraser la flotte coréenne. Il faut ici souligner la différence d'organisation. Si la marine coréenne était centralisée, du côté japonais, chaque daimyo agit indépendamment, selon ses propres intérêts, avec donc très peu de coopération. Et ce sera fatal face à la force unifiée de Yi. La bataille de l'île d'Ansan en est le parfait exemple. L'amiral Wakizaka, impatient, se lance seul à la traque de la flotte coréenne sans attendre les 2 autres, cherchant toute la gloire pour lui. Le 13 août, Yi apprend que la flotte est entrée dans le détroit de Jeonnelian et le lendemain, il y découvre les 82 navires ancrés. Comme à son habitude, Yi utilise une tactique d'appât. Il envoie quelques navires en avant, attirant 63 navires japonais. La flotte coréenne adopte une formation en U, avec les 2 bateaux Tortue au centre et les navires plus légers sur les ailes, maintenant la distance pour empêcher les Japonais d'aborder. Résultat, 59 navires japonais coulés, 0 coréen. La nouvelle parvint à Busan en quelques heures, et les 2 autres commandants japonais partirent immédiatement avec 42 navires pour le port d'Angolpo, voulant intercepter la flotte coréenne près du rivage. Yi fut rapidement informé et y arriva le 16. Si cette fois il ne parvint pas à les attirer, ce n'est visiblement pas un gros problème, puisqu'il les bombarde simplement à distance et coule tous les navires japonais. Le 10 octobre, la flotte de Yi se permet même d'attaquer les Japonais dans le port de Busan. Là encore, les Japonais perdirent une centaine de navires contre aucun Coréen. Ils passent ensuite l'année suivante à harceler les navires de ravitaillement japonais, mais sans affrontement majeur, Toyotomi ayant ordonné l'arrêt des opérations navales. L'action de la flotte a eu un impact déterminant sur la guerre, qui, associée à la guérilla coréenne et à l'intervention militaire chinoise à partir de fin 1592, permet de repousser les Japonais. Un cessez-le-feu est signé, et à la mi-1594, les troupes japonaises commencent à regagner le Japon. Mais les négociations de paix entre la Chine et le Japon échouèrent, et dès fin 1596, une deuxième force d'invasion japonaise débarqua au sud de Gyeongsang-do. Pour ne rien arranger, début 1597, Yi Sun-shin tombe dans un piège des Japonais. Un espion japonais fit fuiter de fausses informations sur l'arrivée prochaine d'une flotte japonaise au sud, et Yi reçoit l'ordre de leur tendre une embuscade. Mais c'était en réalité un piège, et les navires japonais étaient prêts. Yi flaira le piège et refusa l'ordre. Mais comme les Japonais l'avaient prévu, ses détracteurs à la cour profitent de la situation pour le faire remplacer. Yi est arrêté, torturé et échappe de peu à la peine de mort. Il fut finalement rétrogradé au rang de fantassin. Wang Gyun prend alors la tête de la flotte. 150 navires et 30 000 hommes. Sans plan ni reconnaissance, il se dirige alors vers Busan. Le 28 août, après une journée de navigation, il décide d'attaquer immédiatement malgré la fatigue des équipages. La bataille de Chincheonlian est un désastre absolu. La flotte coréenne tombe dans une embuscade de 500 à 1000 navires japonais qui prennent totalement de vitesse One, le combat au corps à corps annulant l'avantage de mobilité et de portée des navires coréens. Malgré leur conception, les 5 navires Tortue sont submergés et ne peuvent faire la différence. La totalité de la flotte est perdue. Lorsque le roi Seonjo apprend la nouvelle, il remet Yi à la tête de la marine. Enfin, ce qu'il en reste. 13 navires dont aucune tortue et 200 marins. Cela ne l'empêche pas de tendre un piège à une flotte de 333 navires japonais dans le détroit de Yanyan le 26 octobre. Avec sa poignée de navires, il parvient à en détruire 31 avant de se replier, sans en perdre un seul. Pendant ce temps, avec l'aide des Ming, la Corée repousse progressivement l'offensive japonaise durant l'hiver 1597. Fin 1598, les Japonais sont confinés à quelques forteresses côtières et le retrait commence après la mort de Toyotomi en septembre. L'occasion pour Yi et le bateau Tortue d'un dernier coup d'éclat. Le 16 décembre 1598, profitant de l'étroitesse du détroit d'Olianchin,
les 150 navires de la flotte sino-coréenne, dont au moins un bateau tortue, lancent une attaque surprise nocturne sur une flotte de 500 navires japonais. À l'aube, plus de la moitié de la flotte japonaise est perdue. Durant cette dernière bataille de la guerre, Isun-chin est mortellement touché par une balle d'arquebuse. Les derniers navires japonais rejoignent le Japon le 24 décembre, marquant la fin du conflit. Isun-chin et ses bateaux tortues entrent alors dans l'histoire comme symbole de la résistance coréenne face au Japon. Ce dernier n'osa envahir à nouveau la Corée que 3 siècles plus tard, en 1895. Quant aux bateaux tortues, certains auraient subsisté dans la marine coréenne jusqu'au début du 19e siècle, mais aucun ne participa à nouveau au combat. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.